Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal en direct depuis Beijing. On débute ce journal avec les voyages du président chinois. Xi Jinping assistera à la cérémonie d'ouverture de la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, à l'invitation du gouvernement français. Les pourparlers d'une durée de 12 jours débuteront le 30 novembre. Après la cérémonie d'ouverture, le président chinois se rendra au Zimbabwe pour y effectuer une visite d'État avant d'aller en Afrique du Sud, où il présidera aussi le Forum sur la coopération sino-africaine à Johannesburg. Parlons maintenant des coopérations Chine-Europe. Le Premier ministre chinois Li Keqiang et les dirigeants des 16 pays de l'Europe centrale et orientale se sont rassemblés dans la ville de Suzhou, dans l'est de la Chine, pour la réunion des dirigeants Chine-PECO. Li Keqiang a déclaré que la Chine était prête à coopérer avec l'Europe sur de nombreux sujets, dont celui de la sécurité. Je voudrais dire que la Chine et les pays européens travaillent ensemble pour assurer la paix et la stabilité. La Chine y jouera un rôle constructif. Nous encouragerons la coopération pratique avec les PECO comme moyen d'améliorer la coopération générale avec l'Union européenne et l'Europe. Pendant la réunion, le Premier ministre chinois a proposé de créer une entreprise financière multilatérale des 16+1 en Europe centrale et orientale pour financer d'importants projets dans la région. Il a également déclaré que la Chine investira dans le domaine de la construction et améliorera les infrastructures des zones portuaires de la mer Baltique, de la mer Adriatique et de la mer Noire afin de stimuler la coopération et la connectivité. Li Keqiang a également indiqué que la construction d'une ligne ferroviaire à haute vitesse reliant les capitales serbes et hongroises commencera au cours de l'année. Il a ajouté que le train réduira le trajet Belgrade-Budapest de moitié. La construction sera achevée d'ici 2 ans. Le mécanisme de la réunion 16+1 a été lancé en 2012. L'amitié traditionnelle et les relations Chine-Europe profiteront de ces bénéfices. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture du 5e forum économique entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale qui se déroule en ce moment dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. Pour promouvoir la coopération entre les 17 pays participants, Li Keqiang a fait 4 propositions. Premièrement, la Chine et les pays de l'ECO devraient promouvoir la coopération dans les infrastructures de transport afin de stimuler la connectivité. La Chine a signé des accords séparés avec la Hongrie et la Serbie sur la construction et la rénovation d'une ligne de chemin de fer entre les capitales serbes et hongroises. Deuxièmement, Li Keqiang a déclaré que les deux parties devaient étendre leur coopération dans les capacités de production. Il a suggéré que les produits à haut coût et performance de la Chine, les demandes de développement des pays de l'ECO et la technologie de l'Europe occidentale soient mieux connectés afin de renforcer la coopération. Troisièmement, le Premier ministre chinois a souhaité que l'agriculture devienne un secteur clé du commerce Chine-ECO. La Chine va accroître les importations de produits agricoles des pays de l'ECO et améliorer la coopération sanitaire. Quatrièmement, M. Li a espéré que la Chine et les pays de l'ECO exploreront de nouvelles opportunités pour lancer une ligne de crédit spécial de 10 milliards de dollars et un fonds d'investissement de 3 milliards de dollars. Li Keqiang a également indiqué que l'établissement d'un fonds en renminbi pour soutenir la coopération 6+1 était possible. Il a encouragé la coopération dans les opérations d'échange de devises, les règlements en devises locales et la régulation financière. Le Premier ministre chinois a ajouté que la Chine et l'ECO devaient également discuter de la possibilité d'établir une société financière. Direction la Tunisie, au moins 12 personnes ont été tuées et 20 d'autres ont été blessées dans la capitale après l'explosion d'une bombe dans un bus transportant des membres de la garde présidentielle. Le président tunisien a décrété un état d'urgence de 30 jours à travers le pays et a imposé un couvre-feu dans la capitale. Après l'explosion, la police a encerclé la zone à Tunis et érigé des barrières de sécurité pendant que les ambulances évacuaient les morts et les blessés. Personne n'a revendiqué l'attentat, mais le gouvernement tunisien l'a qualifié d'attaque extrémiste. Le président tunisien n'était pas à bord de l'autobus au moment de l'explosion.
Parlons des tensions au Moyen-Orient. Le 24 novembre, la Turquie a abattu un avion de chasse russe près de la frontière syrienne, prétextant qu'il avait violé son espace aérien. L'armée turque a dévoilé une image radar qui montrerait les emplacements où l'avion est entré et sorti de son espace aérien. Les Turcs ont déclaré que l'appareil Su-24 avait été averti 10 fois en 5 minutes et que 2 de leurs avions de chasse F-16 ont alors abattu l'avion russe. Des images de la télévision turque montrent l'explosion de l'avion et son écrasement dans une montagne syrienne. La Turquie et la Russie ont convoqué leurs représentants diplomatiques respectifs et le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a annulé une visite en Turquie qui devait se dérouler mercredi. Le premier ministre turc, Ahmet Davutoglu, a défendu le geste disant que c'était une mesure nécessaire et tout à fait légale en raison du non-respect des frontières. Le président russe Vladimir Poutine a dit que l'avion avait été attaqué alors qu'il se trouvait en Syrie, à 1 kilomètre de la frontière, qualifiant le geste de la Turquie comme un coup de poignard dans le dos. Tout le monde devrait être au courant que c'est notre droit sur le plan international et notre devoir national de faire tout ce qui est nécessaire. Prendre toutes les mesures contre quiconque viole notre espace aérien ou nos frontières. Malgré le fait que nous avons émis plusieurs avertissements, nous avons souligné nos règles d'engagement pendant le dernier sommet de sécurité que nous avons tenu dimanche dernier. Pour nous, la perte d'aujourd'hui a été comme un coup de poignard dans le dos par les complices des terroristes. Je ne peux pas décrire la situation d'une autre façon. Notre avion a été abattu sur le territoire syrien par un missile RR d'un avion de chasse turc F-16. Il s'est écrasé sur le territoire syrien à 4 km de la frontière turque. En tout cas, ni nos pilotes ni notre avion n'ont constitué une menace en République turque. C'est évident. Il réalisait une opération contre le groupe État islamique. Le président français François Hollande est actuellement à Washington où il cherche à établir plus de coopération dans le combat contre le groupe État islamique. Mais l'attaque par la Turquie d'un avion russe a éclipsé sa rencontre avec le président américain Barack Obama. Des moments de compassion et de solidarité entre les dirigeants de la France et des États-Unis, mais aucune nouvelle mesure pour combattre le groupe État islamique. Les dirigeants ont plutôt tenté de gérer la situation provoquée par l'attaque contre un avion russe qui a été abattu par un F-16 turc mardi. Nous devons éviter toute escalade, qui serait extrêmement dommageable, par rapport à la seule cause qui convienne, qui est de lutter contre le terrorisme et contre Daesh. Ma priorité sera de m'assurer que cette situation ne s'envenime pas. Le président français François Hollande et son homologue américain Barack Obama pensent tous les deux que la coalition constituée de 65 membres pour combattre le groupe État islamique a besoin de l'aide de la Russie pour provoquer la transition politique en Syrie. Mais seulement une Russie qui vise le groupe État islamique et pas seulement les forces d'opposition syriennes sera la bienvenue. Le président Hollande, qui avait espéré trouver un terrain d'entente entre Washington et Moscou, dira maintenant à la Russie que Moscou doit changer de cap. Étant donné les capacités militaires de la Russie et son influence sur le régime Assad, la coopération de la Russie serait très utile pour résoudre la guerre civile en Syrie et nous laisserait nous concentrer sur l'État islamique. François Hollande estime que le vote du Conseil de sécurité de l'ONU la semaine dernière donne une raison aux pays qui n'ont pas encore rejoint la coalition de changer d'idée. Il dit que la priorité maintenant est d'augmenter le nombre des opérations contre le groupe État islamique, de reprendre des emplacements importants et de fermer la frontière turco-syrienne pour empêcher les djihadistes de retourner en Europe. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Aujourd'hui, la Chine présentée par Raissa Girontin. Bonjour Raissa. Bonjour Sudan. Dites-nous, qu'est-ce qui nous réserve dans cette partie consacrée à l'actualité chinoise? On va parler de la robotique.
En effet, Beijing accueille la conférence mondiale sur la robotique. Le président Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations aux organisateurs de l'événement, indiquant que la Chine avait la volonté de coopérer avec d'autres nations en vue de promouvoir la robotique et le développement. Des scientifiques du monde entier se rencontrent pour discuter de l'avenir des robots et offrent un festin de performance de ces meilleurs robots du monde. Ce robot japonais appelé Geminoid est actuellement un nom de famille au Japon. Mais elle est également la star d'un film. But the town, it seems like there are less and less people. Son visage en silice est capable de présenter 65 expressions différentes et elle peut même chanter. Et qu'en serait-il d'un entraîneur professionnel qui ne serait jamais fatigué de jouer au badminton? Il s'agit là d'un produit de l'Université des sciences et technologies de Hong Kong. Notre robot utilise l'imagerie 3D capturée par ses deux yeux afin d'identifier le volant. Il peut effectuer plus d'une dizaine de coups différents. Et regardons un peu ce robot champion tout droit venu de Corée du Sud, un authentique vainqueur. Sous contrôle à distance, il peut conduire ou utiliser une perceuse en se fiant à son propre jugement de l'environnement. Et jeter un coup d'œil aux mains complexes de ce robot conçu par l'Institut de technologie de Harbin. Ils ont passé 20 années sur ce projet. Le robot peut effectuer 90% des mouvements d'une main humaine par le biais d'un gant qui capture les mouvements des mains humaines. Cette main est hautement intégrée. Par exemple, les moteurs et autres réducteurs de vitesse sont tous intégrés dans les doigts, ce qui rend la main très petite. C'est la première fois que la Chine organise une telle conférence et l'organisateur déclare que cela présente plusieurs avantages. La Chine est devenue le premier marché des robots depuis 2 années d'affilée maintenant. Et il y a un large espace en vue d'un développement à l'avenir. Cette conférence offre aux innovateurs chinois une plateforme d'apprentissage et à nos entreprises une plateforme de coopération. Il encourage également l'esprit d'innovation chez nos jeunes. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que la conférence était importante en vue de promouvoir la technologie robotique, alors que la Chine encourage le développement par l'innovation et l'entrepreneuriat en vue de faire évoluer le pays d'usine du monde à locomotive technologique. Une amitié depuis plus d'un demi-siècle. Une coopération à travers l'océan Indien. La Chine a raffermi ses liens avec ses partenaires africains. Voyageant à travers le continent, les reporters de CCTV vous racontent de nouvelles histoires de l'Afrique. Ces élèves congolais ont un tel... Je me trouve à la gare de Voi. Couvrant sa vitalité, ses besoins et ses opportunités dans une nouvelle relation avec son partenaire oriental. À 15 miles au large de la côte tanzanienne se trouve un groupe d'îles semi-autonomes connu sous le nom de Zanzibar. Et depuis les 51 dernières années, un groupe de médecins chinois s'est fait un nom sur l'île. Le docteur Pan Xun est un spécialiste de l'acupuncture et du massage chinois. Travaillant dans la région depuis plus d'une décennie, ses mains semblent magiques pour ses patients. Jabir, un habitant qui souffrait d'une pression élevée et d'une congestion cérébrale, a reçu un traitement pendant quelques temps. Ce sont des amis qui lui ont présenté cet endroit. Aujourd'hui, il l'aime car il est efficace et abordable. Je suis sur la voie de la guérison car avant je ne pouvais plus marcher. Maintenant je peux un peu marcher. Le problème à présent c'est ma tête. Après avoir eu ce traitement, le docteur m'a donné l'espoir que je pourrais bien récupérer. Pour le docteur Pan, le plus grand problème ici dans la pratique de la médecine traditionnelle chinoise, c'est le manque d'équipement. En Chine, la majorité des aiguilles utilisées pour l'acupuncture sont disponibles. Mais ici, à Zanzibar, elles doivent être recyclées, car les nouvelles sont souvent rapidement usées et il n'y a rien pour les remplacer. Le matériel médical que nous apportons est vite usé. Si l'aiguille est recyclée trop de fois, je peux le sentir. Pour les patients, ils ressentent un peu de douleur, mais je n'ai rien pour les remplacer. Je suis désolé pour eux, bien que mes patients ne se plaignent jamais.
De l'autre côté de l'hôpital, c'est l'heure d'une importante opération. Wu Weiyan est le médecin en charge. En tant que femme médecin, le docteur Wu a un programme très chargé. Elle est souvent réveillée au milieu de la nuit pour des urgences. Le taux de mortalité maternelle en Afrique est très élevé. Par exemple, l'an dernier, cet hôpital a reçu plus de 10 000 femmes pour accoucher. Près de 40 sont mortes. Cela signifie que chaque mois, 3 femmes sont mortes à cause de l'accouchement. Ce chiffre serait inacceptable en Chine. Mais ici, c'est normal. Depuis que je suis ici, j'ai essayé de faire de mon mieux pour sauver autant de vies que je le pouvais. Adji est responsable des soins dans la salle d'opération depuis plus de 20 ans. Il a été témoin des changements amenés par l'équipe médicale chinoise depuis quelques années. Le défi de l'équipement. Nous sommes reconnaissants quand l'équipe chinoise vient avec du matériel. Ils nous ont beaucoup aidés. Les protections, les masques que vous voyez viennent d'eux. Et aussi de l'équipement. Aujourd'hui, nous avons une laparoscopie. Cette opération a commencé en 2012. Nous avons commencé l'opération pour la première fois à Zanzibar. C'est un nouveau type de chirurgie. Le médecin Xu Zhuochun est le plus ancien membre de l'équipe médicale. C'est aussi le responsable. Il nous dit qu'être médecin en Afrique veut dire qu'il faut être prêt au pire. Il n'y a pas longtemps, le courant électrique a été coupé soudainement pendant une opération. Il a dû utiliser des téléphones pour avoir assez de lumière. L'équipe médicale chinoise est considérée ici comme un groupe d'experts. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand les médecins locaux ne peuvent pas gérer un cas, avec un coup de téléphone, nous sommes là tout de suite. Chacun d'entre nous, nous devons nous occuper de plusieurs départements car nous manquons de personnel. Nous travaillons comme une équipe et nous nous entraidons. Pour tous les membres de l'équipe chinoise, Sim Abdulrahman Hassan est un nom connu. Il y a plus de 40 ans, elle a grandement remercié les Chinois qui l'ont aidé à accoucher. Tous les ans, elle est invitée en Chine pour rendre visite au docteur Yang qui l'a aidée. Elle nous dit que son fils a aussi une mère chinoise. Depuis, je me suis dit qu'avec le peuple chinois, cela allait être comme cela. Ils ont sauvé ma vie et la vie de mon enfant. Je ne peux l'oublier, je ne peux l'oublier. Mis à part le travail à l'hôpital, les membres de l'équipe font aussi des visites dans les zones rurales pour offrir des soins gratuits. 5 mois ont déjà passé et les membres de l'équipe médicale se sont peu à peu adaptés à la vie ici. Il leur reste 1 an et demi et il y a encore beaucoup de travail qui les attend, transmettre leur savoir et aider encore plus de personnes. De nombreuses pièces d'or et de pierres de jade suggèrent que le cimetière Raihunro, dans la province de Jiangxi, contenait la dernière demeure d'un petit-fils d'empereur. Comme le montrent les évidences, les archéologues sont remontés à plus de 2000 ans d'histoire de la Chine, à l'époque de la dynastie des Han. Pendant des années, les archéologistes ont pensé que la principale tombe appartenait à Liu He, empereur de Chine, pendant 27 jours. Il avait le surnom de Raihunro, marquis de Raihun. Il était le petit-fils de l'empereur Wu, le plus connu des empereurs de la dynastie des Han, il y a près de 2200 ans. Le cercueil est décomposé depuis bien longtemps, mais les bordereaux en bambou, les tablettes en bois, les pierres de jade et les épées retrouvées suggèrent qu'il s'agissait de la tombe de Liu He. Il était coutume que les membres d'une famille impériale s'enterrent avec de la jade. Les pièces retrouvées prouvent que le propriétaire de la tombe était un noble maître, et probablement Liu He. Je ne dirais pas qu'il avait un atelier de jade, mais il y avait au moins un artisan de jade dans la maison. Des archives historiques montrent que Liu He avait 16 femmes et 22 enfants, ce qui explique une telle quantité de jade. Il existe davantage de preuves, dont une grande boîte de pierres d'or pur a été retrouvée. Il s'agit d'une trouvaille extrêmement rare pour des fouilles de cimetières. Cela montre également la richesse de la famille. C'est l'empereur Wu qui a décidé de produire de grandes pièces d'or pour l'usage de la monnaie. Nous pensons que Liu He a hérité l'or de son père, le seigneur Changyi. Il était le petit-fils de l'empereur Wu. Il s'agit d'un bien familial. Les érudits pensent que le nom de la capitale de la province, Nanchang, dérive du nom du père de Liu He. Jusqu'à présent, près de 20 000 reliques ont été retrouvées dans le cimetière Raihunro, qui curieusement ont échappé aux yeux des pilleurs de tombes au cours des siècles derniers.
Près de 2 millions de pièces ont été retrouvées dans le cimetière, prouvant que la politique et l'unité monétaire de Chine existaient déjà au début de la dynastie des Han, soit près de 1000 ans avant la date confirmée par les historiens. Les bordereaux en bambou retrouvés sur le site sont également une ressource archéologique précieuse. De plus, de nombreuses tombes royales sont très bien conservées. Il y a même des accessoires de la vie quotidienne, comme des ustensiles de cuisine, des récipients de vin et des lampes. Nous avons même trouvé un poêle à feu très bien conservé. Il y avait un plateau pour le charbon avec des marques de brûlure, ce qui suggère que c'était un objet fréquemment utilisé. Les caractères sur les objets indiquent la date de production et les fonctions de l'objet. Les érudits peuvent utiliser cela comme une preuve historique sans le soutien de documents. Le département culturel de Tianjin continue de fouiller le site et d'étudier ses trouvailles. Ainsi s'achève ce volet. Retour au plateau avec notre présentatrice pour la fin de cette édition. Merci beaucoup Raïssa. Et c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur notre antenne.